Mission diligentée au Mali, le maintien des sanctions, le Burkina Faso qui confirme sa position auprès de la CEDEAO. Ce sont quelques conclusions du sommet extraordinaire. Rencontre tenue par visioconférence, il faut agir vite pour le Mali au regard de la situation sécuritaire et de l'impact sur la sous-région. Détail en ouverture de journal. Saison des pluies, casse-tête pour les populations dans les zones inondables. L'inquiétude nous vient de Nagré avec cette carrière devenue une retenue d'eau débordant sur le quartier. Les populations s'organisent en sollicitant l'appui des autorités communales. Nous y avons fait un tour et vous verrez le constat dans ce journal. Hugues Fabrice Zongo, toujours plus loin et plus fort. Le Burkinabé vient de réaliser la meilleure performance mondiale de l'année de triple saut en plein air, 17 mètres 43 et le voilà dévançant l'Américain double médaillé olympique Christian Taylor. Les images de l'exploit avant la fin de cette édition. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. De commun accord, les chefs d'État exigent le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération sans délai et sans condition du président Ibeka et ses collaborateurs. Les sanctions contre les putschistes restent maintenues. Pour ce faire, une mission est diligentée au Mali sous la houlette de Goodluck Jonathan et le ministre nigérien des Affaires étrangères. C'est ce qu'il faut retenir du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce matin par visioconférence. Les détails avec Sekou Zongo. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO en visioconférence ce matin. Un seul point à l'ordre du jour, la situation sociopolitique au Mali. Rochmar Christian Kaboré depuis le palais de Kosiam échange avec ses pairs. Ensemble, ils condamnent la prise du pouvoir par les armes. Les chefs d'État sont unanimes. Les sanctions énoncées par la commission de la CEDEAO contre la junte militaire doivent être appliquées. Par ailleurs, ils exigent le retour sans délai à l'ordre constitutionnel. Le sommet a décidé que les sanctions soient maintenues, que la fermeture des frontières soit maintenue et que le blocus économique et financier soit maintenu, à l'exception de certains produits, notamment l'électricité, le carburant et les denrées de première nécessité, et ceci pour des raisons humanitaires. Ce sommet extraordinaire décide également de l'envoi d'une mission diplomatique à Bamako pour négocier la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta et des autorités des mains des putschistes. Les chefs d'État ont insisté sur l'envoi d'une mission urgente parce que nous sommes préoccupés par le sort du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels qui ont été arrêtés et qui sont détenus par la junte militaire. Et les chefs d'État ont beaucoup insisté sur le retour de l'ordre constitutionnel. Et il n'y a pas que la CEDEAO, il y a aussi l'Union africaine et tous ceux qui ont eu à se prononcer sur cette crise. Je pense notamment aux Nations unies et à tous nos partenaires bilatéraux à travers le monde. Le Burkina Faso suit de près cette crise au Mali, selon le chef de la diplomatie burkinabé, qui ajoute qu'une attention sécuritaire est observée au plus haut niveau. À l'hémicycle, on réfléchit sur l'amélioration des offres de soins et la qualité des formations dispensées dans le domaine. Les échanges se passent entre le président de l'Assemblée et le Conseil national de l'Ordre des médecins. Mais avant cette audience, les producteurs semenciers sont venus faire le bilan de la première édition des journées promotionnelles des semences agricoles. Bernard Koumbelem et Olopoda. Avec 25 tonnes de semences vendues et plus de 2000 visiteurs en moyenne de 72 heures, la première édition des journées promotionnelles des semences agricoles certifiées, tenue les 16, 17 et 18 mai 2019 à Ouagadougou, aura été un succès. Et c'est ce bilan qui est fait ici au président de l'Assemblée nationale, qui était le patron de ce rendez-vous du monde paysan. La deuxième édition n'a pas pu se tenir pour raison de la maladie à coronavirus. Nous sommes passés également pour demander l'appui de l'hémicycle par rapport au positionnement même de la filière sémencière au Burkina et des différentes lois qui ont été prises et qui seront prises pour accompagner la filière dans son ensemble.
Vous voyez que la semence également contribue pour près de 40% de la production, et ce qui fait que nous devons tout de même informer les différentes autorités de la place qu'occupe la semence et de les demander aussi leur soutien pour aller effectivement vers une industrialisation de notre semence. À la suite des producteurs sémenciers, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina qui sollicite l'accompagnement de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de préoccupations en rapport avec le système de santé, l'offre de soins et le mode actuel d'acquisition d'équipements biomédicaux. L'enquête parlementaire avait produit un rapport sur les équipements biomédicaux. Nous avons souhaité vivement qu'il y ait une solution définitive, une solution qui permette aux hôpitaux d'être à l'abri donc des arrêts et des imperfections, et aussi de la contrefaçon donc dans les équipements biomédicaux, et faire en sorte que l'offre de soins puisse être permanente. Et donc nous souhaitons vivement qu'il y ait un autre mode d'acquisition des équipements biomédicaux que ce que nous avons jusque-là actuellement et qui ne donne pas satisfaction. Le quota dans le recrutement des médecins a aussi fait objet d'échanges entre Alassane Bala Sakandé et ses ordres du jour. L'État fixe des quotas pour recruter des médecins, et donc il y en aura un chômage bientôt, puisque nous aurons dans les 3 ans à venir environ 3000 nouveaux médecins qui vont venir s'ajouter aux 4500 qui sont déjà en exercice. Et il faut préparer une situation qui leur permette d'avoir du boulot. C'est en ce sens que nous avons échangé sur les questions entrepreneuriales qui soient favorables à l'installation donc des groupes de médecins sur l'ensemble des régions sanitaires pour travailler aux côtés du ministère. Dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement est invité à avoir également un regard sur la prolifération des écoles privées de santé. Le respect du cahier des charges, gage de la qualité de la formation, étant un impératif pour des produits finis et homogènes qui répondent aux préoccupations sanitaires du Burkina. Le président de l'Assemblée qui recevra la suite du chef de l'État et très bientôt le rapport annuel 2018-2019 de la Commission électorale. Mais avant cette étape, le document est en relecture depuis ce 19 août à Tinkodogo. Commis à la tâche les commissaires et directeurs techniques de la dite commission, Tanga Kafando et Kunsun Koulibaly. Les commissaires et les directeurs techniques de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, examinent à cet atelier le rapport d'activité 2018-2019 de l'institution. Un examen minutieux afin d'améliorer le contenu du document avant sa présentation au président du FASO et au président de l'Assemblée nationale, comme le veut la loi. L'article 14 prescrit à la CENI de présenter chaque année au président du FASO et au président de l'Assemblée nationale un rapport annuel qui rend compte de ses activités. Nous avons fini d'écrire le rapport. Nous sommes à la dernière étape qui est celle que tous les acteurs qui ont contribué à son élaboration soient là pour qu'on relise ensemble le document et qu'on l'adopte avant de l'envoyer en imprimerie pour pouvoir le présenter à qui de droit. Les travaux vont durer 4 jours et les conclusions qui seront tirées du rapport permettront à la CENI de se préparer afin de relever les défis en perspective, les défis de la réussite des prochaines échéances électorales. Auprès de la CENI et des autres acteurs des élections, le Conseil supérieur de la communication, en vue de mener à bien sa mission de régulation de la communication électorale, il a réuni les journalistes et animateurs d'émissions d'expression directe les 18 et 19 août à Kaya, ce qui a été dit avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un atelier de formation pour renforcer les capacités des animateurs et des journalistes des émissions d'expression directe dans un contexte de crise socio-sécuritaire. Pour le Conseil supérieur de la communication, cette activité organisée en collaboration avec la Commission nationale des droits humains permettra d'éviter certains manquements dans l'animation de ces émissions, surtout en ces moments des élections. Vous savez que ces émissions-là, ce sont des émissions au cours desquelles les gens appellent pour donner leur point de vue, pour donner leur opinion. Et au cours de leur intervention, souvent, ils ne sont pas soucieux d'un certain nombre de questions liées notamment aux droits humains, liées aussi à la paix et à la stabilité du pays. Donc nous, on a décidé avec le CSC et la CNDH, avec l'appui du PNUD,
de venir les encadrer en prélude aux élections. Pour la CNDH, la Commission nationale des droits humains, cet atelier de formation est aussi un cadre d'échange pour ces hommes et femmes des médias. Des échanges qui vont leur permettre d'élaborer un guide de bonne conduite pour mieux mener les émissions d'expression directe. En plus du renforcement de capacités, c'est un cadre d'échange pour permettre également aux animateurs eux-mêmes d'échanger et de donner des pistes d'orientation pour pouvoir sortir un guide pratique de bonne conduite par rapport à la gestion de ces émissions d'expression directe. Cette formation qui se tient à Kaya regroupe 40 journalistes et animateurs venus de plusieurs provinces du Burkina Faso. Après Kaya, la délégation du CSC et la CNDH continue à Tinkodro pour la dernière étape de leur mission. Parlons agriculture avec cette tournée du premier responsable du département dans les Cascades. Les 18 et 19 août, Salif Ouedraogo était dans quelques exploitations agricoles pour un constat de l'évolution des nouveaux systèmes d'aménagement, des dispositifs mis en place par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de l'intensification de la production agricole. Depuis Nafona et Tiampogora, nous retrouvons Drissa Traoré et Kadouro Menki. Un bas-fond rizicole de 4 hectares semé à mi-juillet. Rendement attendu à l'hectare, 3 tonnes. Un autre bas-fond de 32 hectares, exploité par 83 hommes et 95 femmes. Rendement attendu à l'hectare sur cette exploitation, 4,5 tonnes. Ce sont entre autres surfaces aménagées par le gouvernement burkinabé et ses partenaires, déterminé à intensifier la production agricole et permettre au Burkina Faso d'asseoir sa souveraineté alimentaire. Ça a été une opportunité pour nous de pouvoir voir l'évolution de notre nouveau modèle d'exploitation résiliente et performante que nous sommes en train de développer sur l'ensemble du territoire burkinabé. Nous sommes dans une bonne dynamique et surtout dans une dynamique de l'atteinte de l'initiative du chef de l'État qui est de produire 1 million de tonnes de riz. Parce qu'ici, on a vu que les bas-fonds se comportent très bien. Des résultats satisfaisants à mettre aussi à l'actif de l'engagement des producteurs pour qui il n'est plus à démontrer qu'une bonne production dépend de la maîtrise et du respect de bonnes pratiques agricoles. Avant, on semait trop serré et on mettait beaucoup de graines partout. On nous a conseillé le semis en ligne avec un seul plan partout. Au début, on a disputé l'idée, mais on est tellement d'accord maintenant, on produit plus. Le train de la mécanisation agricole est en marche au Burkina Faso avec quelques difficultés notées au niveau des systèmes d'irrigation. Mais le ministre en charge de l'agriculture rassure, des solutions seront trouvées pour une exploitation optimale des différents systèmes d'exploitation. Et pour le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, c'est la phase 2 qui s'amorce. Une étape qui devrait à terme permettre l'aménagement de 21 000 hectares. L'objectif étant de disponibiliser les ressources en eau nécessaires dans le fleuve Mouhoun, mis à contribution. Un fleuve dont les berges sont d'ailleurs anarchiquement occupées par les riverains, ce qui rend difficile l'aménagement et la protection de ce cours d'eau. Un atelier s'est penché sur la question ce 19 août à Bobo. Nous en savons davantage avec Karim Sissé. 21 000 hectares, c'est la superficie que le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, dans sa phase 2, entend aménager. Des aménagements dont la conception prévoit l'utilisation du fleuve Mouhoun comme canal de conduite d'eau. Seule difficulté, 96 km de la bande de servitude sont occupés par des riverains. Nous avons mené quand même une campagne d'information et de sensibilisation des assemblées villageoises dans 18 villages, sur les 96 km. Et il y a 6 villages, plus ou moins, je pourrais dire, qui ont posé des conditions. Voilà, des conditions, notamment, ils occupent la bande de servitude, ils ont demandé éventuellement à être indemnisés. Bon, d'autres sont en train d'exploiter, qui ont fait des bananeraies, qui demandent un temps pour pouvoir effectivement récolter. Outre l'occupation anarchique des berges, l'existence de ce fleuve, qui est le plus grand du Burkina, est menacée par des activités anthropiques. Et pour sauver ce cours d'eau,
Les acteurs échangent sur une stratégie opérationnelle de protection et de gestion des ressources en eau du fleuve Moun. Vous avez vu l'état du fleuve Moun qui est totalement dégradé. Par endroits, les berges n'existent plus. Donc nous allons faire le recalibrage, c'est-à-dire que nettoyer, reprofiler le lit du fleuve et créer la forêt galerie. Voilà, sur 100 mètres de part et d'autre des deux rives. Voilà, donc pour que le fleuve puisse, en tout cas l'eau puisse couler. Fin novembre 2020, c'est la date butoir pour la libération des berges avec une rallonge de février en fonction des spéculations emblavées. Sur les 18 villages impactés, les habitants de 12 adhèrent à ce projet. Des négociations sont en cours avec les 6 autres villages. Et en cette saison des pluies, l'on n'aura de cesse de parler de ces zones inondables fortement à risque pour les populations. Dans la portion non lotie du quartier Nagrin à Ouagadougou, les occupants restent en quête de solutions. Les concessions et les voies d'accès se remplissent d'eau en cas de pluie. Tout serait parti, disent-ils, d'une carrière abandonnée depuis une vingtaine d'années et devenue une retenue d'eau débordant sur le quartier. La population en appelle au secours de la municipalité de l'arrondissement 7, mais en attendant, elles ont opté de transformer la carrière en dépotoir public. Le constat avec Daouda Ouattara et Vincent Kengobogo. Ici, quand la pluie menace, les habitants ne savent pas où mettre la tête. Et pour cause, le quartier est installé en zone inondable. Nous sommes en zone non lotie dans le quartier Nagrin de Ouagadougou. Entre les concessions, la forte érosion montre que la voirie est plus réservée à l'eau qu'aux occupants des lieux. Et quand il pleut, l'eau monte jusque dans les concessions selon les populations. En témoigne l'humidité sur ce mur qui indique le niveau atteint par l'eau après la dernière pluie. Quand il pleut, on est tous inquiets. Les maisons sont toutes humides, on ne peut pas dormir. C'est vraiment un souci. Quand il pleut, l'eau entre dans les concessions et tout ça parce qu'elle n'a pas de débouchés. La cause de cette situation viendrait d'ici, une carrière abandonnée pointée du doigt par la population. En temps de forte pluie, elle devient une mare qui déborde sur le quartier, provoquant ainsi de nombreux désagréments. La carrière, lorsqu'elle est pleine, elle se déverse dans nos concessions. Elle est source de noyades et 4 enfants en ont été victimes. Les odeurs nous fatiguent. Impuissants face à la situation, les riverains s'organisent individuellement ou en groupe avec les moyens de bord, comme ce pont d'infortune en construction, tout en interpellant leur maire d'arrondissement, l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou. En 2012, quand on arrivait sur les lieux, on ne parlait pas de carrière. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas si nous avons un maire ou pas. Cette voie était un gros trou. Ce sont mes frères et enfants qui ont cotisé pour le boucher avec de la terre. Chaque année, nous dépensons plus de 250 000 francs CFA pour ces réparations. Dans ce trou, il y a plus de 6 voyages de bennes de cailloux sauvages. Nous demandons aux autorités de nous aider. Ici, nous sommes au centre de 4 quartiers lotis. Nous leur demandons qu'ils nous apportent toutes sortes d'aides. Si ce sont des parcelles qu'ils vont nous donner, afin qu'on quitte la carrière, on rendra grâce à Dieu. La mairie de l'arrondissement numéro 7 interpellée, nous avons voulu recueillir une réaction de l'autorité locale. En vain. Quelle solution alors trouver à cette situation? La population en a trouvé une. Transformer la carrière en dépotoir public. Et ce sont les ordures qui risquent maintenant d'inonder le quartier, en plus de l'eau. Oui, vivement une solution afin qu'il ne soit point besoin de solliciter le CONASUR. Le CONASUR, c'est le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Il s'est d'ailleurs réuni pour sa 13e session ordinaire articulée autour des défis à relever et des perspectives dans la protection des femmes et des enfants dans un contexte de crise sécuritaire. Une rencontre à laquelle on prépare l'ensemble des acteurs du domaine du ministère de l'Action humanitaire, les partenaires financiers et les ONG. C'était ce 20 août à Ouaga et le compte-rendu est signé Paul David Bambara et Vincent Kengoubou.
La prévention et la gestion des catastrophes et des crises humanitaires demeurent au centre du combat du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, le CONASUR. Cette session ordinaire s'articule autour des défis à relever pour mieux protéger les femmes et les enfants dans un contexte de crise sécuritaire. Cette rencontre statutaire réunit l'ensemble des acteurs du domaine, du ministère de tutelle, les partenaires techniques et financiers et les représentants d'ONG intervenant au Burkina Faso afin de mieux agir face aux défis. Nous sommes satisfaits des efforts du CONASUR avec l'accompagnement des partenaires. Il est important qu'aujourd'hui, nous fassions un état des lieux et voir comment nous pouvons encore mieux protéger les femmes et les enfants qui représentent le plus gros chiffre des personnes déplacées internes. Donc il était important que nous réfléchissions pour voir, avec le peu de ressources que nous avons, avec l'accompagnement des partenaires, comment rendre plus efficace et plus efficient c'est la protection des femmes et des enfants en situation de crise humanitaire et crise sanitaire. Les femmes et les enfants représentent 84% des personnes déplacées internes selon les statistiques du ministère de l'Action humanitaire. Et les travaux de la 13e session ordinaire du CONASUR devraient aider à l'accomplissement de la mission de protection de ces personnes vulnérables. Dans le domaine sanitaire, le CHU de Tengandogo et 7 autres centres de santé se voient renforcés en équipement avec des kits de réanimation. D'un total de 100, il se compose de respirateurs, de lits adaptés aux longues hospitalisations, de sondes pulmonaires et de matériel de radiographie. La remise des 20 kits de Tengandogo avec Daouda Ouattara et Ismaël Dilo Massirima. Des équipements à la pointe de la technologie pour le service de réanimation du CHU de Tengandogo. Il s'agit de 20 kits de réanimation composés chacun de lits modulables, de matelas adaptés aux longues hospitalisations, ainsi que d'équipements d'administration de médicaments et de respirateurs. Les nouveaux lits de réanimation comportent aussi des équipements qui permettent de faire des examens sans avoir à bouger le patient. C'est un fibroscope bronchique. Donc avec ce dispositif-là, nous pouvons aller à l'intérieur des poumons du malade, regarder et faire des prélèvements s'il en faut. Le gazomètre qui permet justement d'analyser les gaz du sang artériel. Chacun des kits est muni d'un appareil pour faire sur place la radiographie. Les 20 nouveaux viennent s'ajouter aux 12 lits de réanimation dont disposait le CHU de Tengandogo. On n'était pas en mesure d'équiper l'ensemble des lits de ce service parce que c'est un service qui a une capacité de 24 lits. Et on a à peine la moitié des lits qui étaient équipés. Donc il y avait un problème d'équipement qui se posait. Et puis, il y a certains types d'équipements que nous ne disposions pas, notamment donc, le fibroscope bronchique, qui est quand même un outil important dans le diagnostic et la prise en charge de certains problèmes respiratoires. Les équipements de ce genre sont au nombre de 100 qui sont commandés par le gouvernement à plus de 4 milliards de francs CFA. En plus du CHU de Tengandogo, ces lits de réanimation seront destinés au CHU Yalgado Ouedraogo, Charles de Gaulle, Sanoussouro, ainsi qu'au CHR de Waiguya, de Gawa, de Fadangourma et à l'hôpital militaire. Éviter de se retrouver sur les lits d'hôpitaux passe aussi par des gestes préventifs. S'abstenir de fumer en fait partie, surtout par ces temps de pandémie à coronavirus. L'Alliance pour le contrôle du tabac et l'Afrique contre le tabac attire l'attention des fumeurs sur leur vulnérabilité. En ce 20 août et à l'instar de l'OMS, elles émettent le vœu de voir considérablement baisser le nombre de fumeurs. Salif Belem et Zalissa Sanfo. Les fumeurs face au Covid-19, vulnérabilité. Répondent ici Afrique contre le tabac ACONTA et l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique ACTA. Et face à cette vulnérabilité, ces deux acteurs attirent l'attention des fumeurs. Il est clairement établi que le tabac affaiblit le système immunitaire des fumeurs. Il est donc un facteur aggravant de la maladie à coronavirus. Il est démontré qu'en affectant les poumons, le cœur et les vaisseaux sanguins, le tabac aggrave les complications liées à la Covid-19. Vigilance aussi.
C'est ce que recommandent ces acteurs aux gouvernants pour mieux accompagner les fumeurs dans cette lutte contre la pandémie. L'industrie du tabac est connue pour profiter des situations de crise comme les pandémies, les catastrophes naturelles, les guerres, pour soigner son image et créer un environnement propice pour ses activités en offrant des soutiens au gouvernement. Nous lançons un appel au gouvernement à être vigilant à ces différentes manœuvres de l'industrie du tabac et à n'accepter aucun soutien de la part de l'industrie. Près de 5000 personnes meurent chaque année au Burkina Faso du fait du tabac. Et Afrique contre le tabac et l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique d'inviter tous les fumeurs à faire attention pour que la maladie à coronavirus ne rende pas encore plus alarmant ces chiffres. Crise sanitaire mais aussi sécuritaire, le Burkina en proie aux difficultés a besoin de l'implication de tous. De ce fait, les journalistes sont sollicités pour la paix et la cohésion. Un message qui leur est porté par le ministère des Droits humains à travers une rencontre d'échange à Kaya dans le centre-nord. L'ouverture des travaux de ce 18 août avec Amado Ouedraogo et Yacouba Kuala. À travers cette rencontre, le ministère des Droits humains et de la promotion civique renforce les compétences des journalistes sur les notions de tolérance et de la paix. Cette initiative vise à inviter les hommes de médias à user de leurs responsabilités sociales dans le traitement de l'information pour un climat apaisé dans notre pays. L'intérêt pour nous d'organiser cette activité pour permettre aux acteurs des médias de prendre conscience de leur rôle et de s'impliquer davantage pour la promotion de nos valeurs de tolérance et de paix. La paix étant le socle de tout développement, Minata Ouattara appelle les Burkinabés de tous bords à promouvoir le dialogue social. C'est ensemble que nous pourrons jouer notre partition auprès des autorités étatiques. Donc, que chacun des Burkinabés cultive ses graines de paix et de tolérance autour de lui pour que notre pays puisse retrouver sa tranquillité d'antan. On prit part à cette rencontre les journalistes des provinces du BAM, du Namentenga et du Sanmatenga. Dans la conjugaison d'efforts, l'atteinte des objectifs devient réalité. Aux côtés des journalistes, les communicateurs, ceux des ministères communément appelés DCPM ont reçu du ministère de tutelle des kits d'ordinateurs portables, des dictaphones et appareils photo ainsi que des trépieds. L'objectif étant de mieux les outiller dans leur mission de vulgarisation de l'action gouvernementale. Amado, Ilboudo et Oumoussissé. Elle joue un rôle transversal. Elles, ce sont les directions de communication et de la presse ministérielle DCPM qui se voient dotées aujourd'hui d'un kit composé d'ordinateurs portables, d'appareils photo, de dictaphones et d'un trépied. Ce don est la concrétisation d'un projet né en 2018 entre le ministère en charge de la communication et les DCPM. Pour moi et pour le président du FASO, la communication gouvernementale est très importante. C'est pour ça que nous avons voulu mettre en œuvre cet aspect-là, afin de permettre au DCPM d'être plus performante, mais également de libérer les médias de service public d'un certain nombre de tâches. Et l'esprit dans lequel nous travaillons, c'est cela, avoir des DCPM fortes, afin justement qu'une communication gouvernementale soit au point. Au total, ce sont 16 DCPM bénéficiaires. Un accompagnement dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Nous avons énormément besoin du matériel de travail pour bien exécuter nos missions. Et ce matériel, il est symbolique, c'est vrai, mais c'est-à-dire que c'est une marque d'attention de l'autorité à notre égard. Pour le ministère en charge de la communication, ce geste est le début d'un processus qui va concerner toutes les DCPM. Elles verront aussi leur personnel renforcé, en croire Rémi Filgans d'Andjinou. Et cet autre titre de l'actualité, notre compatriote Hugues Fabrice Zongo fait trembler les bacs à sable du triple saut en Hongrie. Hier, au meeting Continental World Athletic, il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en plein air. Un saut de 17 mètres à 43 lui permet de dévancer son concurrent, l'Américain Christian Taylor, double médaillé olympique. Retour sur cette performance avec Mamadi Wena.
C'est le retour à la compétition du triple sauteur burkinabé depuis la crise sanitaire due au Covid-19. Hier, au meeting continental World Athletic de Sekesfehérvár en Hongrie, le recordman d'Afrique au triple saut en salle et en plein air a envoyé un message à la concurrence. Un bond à 17,43 m, l'un de sa meilleure performance personnelle de 17,66 réalisé au championnat du monde de Doha, mais suffisant pour réaliser la meilleure performance mondiale en plein air de l'année. Fabrice Zango devance surtout le double médaille olympique, l'américain Christian Taylor, auteur d'un bond à 17,34 m. Le triple sauteur portugais Pablo Pichado, qui avait disputé la médaille de bronze à Fabrice Zango à Doha, lui termine troisième avec un bond à 17,28 m. Pour mémoire, Hugues Fabrice Zango avait réalisé également la meilleure performance mondiale de l'année au triple saut en salle, avec un bond à 17,77 m avant que la maladie du Covid-19 n'arrête tout. Et c'est sportivement et avec beaucoup d'entrain que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.